Internet a tout changé, qu'il s'agisse de notre façon de travailler, de jouer ou de vivre. Tout le monde se trouve une place quelque part sur la toile. Quels que soient vos centres d'intérêt et vos convictions, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui pense comme vous. Internet nous a connectés d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer auparavant. C'est un endroit où n'importe qui peut rencontrer quelqu'un d'autre, même à l'autre bout du monde. Il y a tellement de choses sur Internet, dont la plupart sont inconnues. Si vous voulez quelque chose, n'importe quoi, qu'il s'agisse d'un service ou d'un produit, qu'il soit légal ou illégal, moral ou contraire à l'éthique, Internet peut vous l'offrir. Vous pouvez choisir de l'utiliser pour le bien ou pour le mal. À l'instar du web de surface que nous utilisons tous quotidiennement, le dark web regorge de sites, de forums et de services que nous pouvons utiliser. Mais il est caché sous une couche de protection. Sous la surface se cache un nid d'activités obscures et cachées, interdites au reste du monde. Le dark web est le refuge des activités illégales en ligne, et il est bien plus profond que vous ne l'imaginez. C'est un endroit où se cachent les criminels, les prédateurs, les espions, les trafiquants de drogue et même les trafiquants d'êtres humains. Et tout cela est caché à la vue de tous. Vous pourriez y accéder en quelques minutes si vous le vouliez. Mais devriez-vous le faire ? Internet peut être divisé en 3 catégories distinctes. Tout d'abord, il y a le web de surface. Il s'agit de tout ce que vous utilisez au quotidien. YouTube, X, tous les médias sociaux. Tout cela fait partie de ce que nous appelons la toile. Il est relativement facile de trouver quoi que ce soit sur le web de surface, car presque tout est indexé par des moteurs de recherche comme Google. Chaque seconde, plus de 1000 photos sont publiées sur Instagram. 8000 tweets sont publiés sur X. 70 000 recherches sont effectuées sur Google, et près de 100 000 vidéos YouTube sont regardées. La surface du web semble donc gigantesque, et d'une certaine manière, elle l'est. En termes de trafic pur, presque tout ce que vous faites peut être trouvé ici. Vous pouvez rechercher n'importe qui et trouver des informations sur sa vie. Mais ce que vous ne pouvez pas trouver, ce sont des choses telles que leur compte bancaire ou leur dossier médical. Ces informations sont cachées sur des sites web protégés par des mots de passe, auxquels seules les personnes concernées peuvent accéder. C'est là que nous nous aventurons dans le Deep Web. Il s'agit du contenu d'Internet qui n'est pas indexé par les moteurs de recherche. En gros, si vous ne pouvez pas le trouver sur Google, c'est qu'il se trouve techniquement sur le web profond. Si vous vous êtes déjà connecté à votre messagerie électronique, vous avez techniquement navigué sur le web profond. Je sais qu'il peut être un peu décevant de constater que le web profond n'est pas aussi cool qu'il en a l'air. C'est à peu près aussi banal que le web de surface, mais avec un peu plus de secret. Mais il faut savoir que le Deep Web est la partie la plus massive d'Internet. Il contient 96% de tout ce qu'il y a sur Internet. Même si vous vous connectiez tous les jours et que vous recherchiez de nouveaux sites web pendant les 50 prochaines années, vous ne parviendriez même pas à effleurer la quantité d'informations présentes sur Internet. Il y a tout simplement trop d'informations à parcourir, dont la plupart sont inaccessibles. Mais plus loin encore que le Deep Web, dans la plus petite parcelle d'Internet, se trouve la partie du web où les choses ne s'effacent pas. Des sites web cryptés pour cacher leur existence. Des sites sans adresse IP pour les rendre presque méconnaissables. Des sites auxquels les utilisateurs accèdent à l'aide de logiciels cryptés pour masquer complètement leur identité. Ici, tout et n'importe quoi est permis. Nous avons atteint le dark web. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Comment peut-on se cacher du reste du monde sur un site auquel tout le monde a accès ? Si vous naviguez sur le web de surface, il y a de fortes chances que le FBI vous surveille. D'accord, pas vraiment. Mais pour le commun des mortels, tout ce que vous faites en ligne peut être suivi, et le sera à bien des égards. De nombreux sites web suivent les recherches que vous effectuez et les pages que vous regardez, et vous proposent des produits ou des services qui correspondent à cette description. Ce n'est pas nouveau. Facebook, Amazon et la plupart des sites de médias sociaux sont coupables de cette pratique. Ils vendent vos données à des annonceurs du monde entier. Et vous l'acceptez dans ces conditions générales que vous n'avez pas lues. Ce n'est pas une coïncidence. Et cela n'arrive pas par accident. Internet n'a pas été conçu pour être anonyme. Certains y voient une atteinte à la vie privée. D'autres n'y voient aucun problème. Mais jusqu'où pouvons-nous laisser aller les choses avant qu'elles ne tournent mal ? Il est amusant de constater que le gouvernement des États-Unis a également pensé à cela, il y a plus de 20 ans. Il voulait un système capable de protéger ses communications en ligne. Internet n'ayant pas été conçu pour que tout et tout le monde reste anonyme, n'importe qui pouvait, d'une certaine manière, intercepter les transmissions du gouvernement pendant qu'elles étaient relayées. Cette situation était inacceptable. C'est pourquoi, au milieu des années 90, des chercheurs du laboratoire de recherche navale des États-Unis ont commencé à travailler sur ce que l'on appelle le routage en oignon.
Le routage en oignon protège toutes les données envoyées en les enveloppant de plusieurs couches de cryptage, la couche la plus interne contenant le message original. Envisagez la chose de la manière suivante. Supposons que vous ayez besoin d'envoyer un message d'un point à un autre. Mais pour que ce message arrive à destination, il faut passer par 3 points médians. Nous les appellerons A, B et C. Le message est ensuite enveloppé dans 3 couches de cryptage. Chaque couche sait uniquement d'où vient le message et où l'envoyer ensuite. Rien d'autre. Le message, ou les données envoyées à l'origine, reste donc caché. À chaque point médian, une couche de cryptage est retirée et les informations de la nouvelle couche lui indiquent le prochain destinataire du message. Finalement, après avoir traversé tous les points, la dernière couche est retirée et le message est révélé. Ce type de cryptage permet d'envoyer et de recevoir des données à plusieurs endroits sans qu'elles soient susceptibles d'être interceptées entre-temps. Personne d'autre ne peut voir, seulement ceux qui sont censés le faire. C'est grâce au routage en oignon que les darknets comme Tor peuvent exister. Les darknets fonctionnent parallèlement à des réseaux comme Internet, mais il faut un certain logiciel pour y accéder. Tor est l'acronyme de The Onion Router, routeur oignon. C'est le logiciel qui porte le nom de la technologie qui l'a rendu possible. Il ressemble à n'importe quel autre navigateur web normal. Mais grâce à Tor et à d'autres darknets similaires, vous pouvez accéder à des pages web qui ne sont pas disponibles pour le grand public. Les outils et les conditions nécessaires pour accéder au dark web suffisent à attirer tout un tas d'utilisateurs du monde entier. Les liens vers les pages ne ressemblent pas à youtube.com. Ils ne sont pas du tout familiers. Ils ressemblent plutôt à des chaînes de caractères aléatoires qui ne se terminent ni par .com, ni par .org, mais par .oignon. Si vous tentez d'accéder à ces sites web via un navigateur web traditionnel, cela ne fonctionnera pas. En revanche, si vous utilisez Tor, cela fonctionnera. C'est le dark web. Votre premier pas dans ce monde, du moins. Voici le wiki caché. Il contient une liste de centaines de services cachés différents que vous pouvez trouver sur le dark web. Vous pouvez trouver de faux permis de conduire et de faux passeports américains, des armes ou de la drogue. Mais si vous vouliez acheter quelque chose sur des sites du dark web, voici comment vous vous y prendriez. L'utilisation de moyens de paiement traditionnels sur le dark web n'a pas beaucoup de sens. Les cartes de crédit, par exemple, peuvent facilement être tracées, ce qui rompt l'anonymat. Et maintenant, vous êtes en prison. Pour ces raisons, la monnaie virtuelle est restreinte. C'est là que le Bitcoin entre en jeu. En raison de la nature presque anonyme du Bitcoin, son utilisation avec d'autres crypto-monnaies est essentielle à la gestion d'un marché anonyme. Créez un portefeuille Bitcoin et échangez une partie de votre argent liquide contre des Bitcoins. Vous disposez maintenant d'une monnaie anonyme avec laquelle vous pouvez faire presque tout ce que vous voulez. L'une des premières choses qui vient à l'esprit des gens lorsqu'on évoque le dark web est le grand nombre de sites qui vendent des drogues illégales et des articles similaires. Et oui, ces sites existent bel et bien. En 2011, un marché du darknet connu sous le nom de Silk Road a ouvert ses portes. Depuis, il est devenu presque synonyme de dark web. On pouvait y acheter toutes les drogues illégales dont on rêvait. Des vendeurs du monde entier proposèrent des produits allant de l'herbe à la cocaïne, en passant par le DMT et le LSD. Si la drogue n'est pas votre truc, ils vendaient aussi des armes, de la fausse monnaie, des livres et des vêtements. Mais après seulement 2 ans d'activité, le site a été saisi par le FBI et fermé en octobre 2013. En seulement 2 ans, Silk Road a généré plus de 9,5 milliards de bitcoins. Si l'on pousse un peu le raisonnement, en vendant ces bitcoins au prix le plus élevé, en 2017, soit environ 20 000 $, le revenu total de Silk Road s'élèverait à plus de 187 milliards de dollars en seulement 2 ans. Silk Road et d'autres marchés du dark web ont en fait joué un rôle important dans l'essor du bitcoin. L'année de la création de Silk Road, un bitcoin valait moins d'$1. Mais comme le dark web exige une crypto-monnaie décentralisée, c'était un choix parfait. Pour être honnête, le bitcoin ne serait pas là où il est aujourd'hui sans un peu d'activité illégale. Le créateur, Ross Ulbricht, a été retrouvé et arrêté, ce qui a finalement été la raison pour laquelle le site a été fermé. Il a été condamné à 2 peines de prison à perpétuité et 40 ans d'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle. Je trouve cela plutôt injuste. Malgré toutes les activités illicites qui se déroulent sur le dark web, elles ne sont pas aussi massives qu'on le dit. La plupart des grands services finissent par être supprimés, que ce soit par les autorités locales ou même par le FBI. Mais là où il y a de la demande, il y a inévitablement de l'offre. Lorsqu'un site est supprimé, 5 autres s'ouvrent pour combler le vide. Après la fermeture de Silk Road 2.0 a vu le jour. Il a été supprimé moins d'1 an plus tard. Mais après cela, Silk Road 3.0 a ouvert. Et cela dure depuis des années.
Beaucoup des créateurs et administrateurs de ces sites ont également été retrouvés et condamnés pour des délits similaires à ceux dont Ross Ulbricht s'est rendu coupable. Mais au lieu d'être condamnés à la prison à vie, ils ont écopé de peines beaucoup plus courtes. Le plus gros vendeur de Silk Road n'a écopé que de 10 ans de prison. Le créateur de Silk Road 2.0 n'a écopé que d'un peu plus de 5 ans de prison pour avoir créé exactement la même chose que ce qui a valu à Ross Ulbricht 2 condamnations à perpétuité. Presque toutes les autres personnes ayant un lien quelconque avec l'un de ces sites ont été condamnées à une peine maximale de 10 ans. Même si vous n'avez jamais visité le Dark Web, si vous ne saviez même pas qu'il existait, il vous affecte quand même. De nos jours, il n'est pas rare de voir des fuites et des violations de données. Si vos données ont été stockées dans la base de données d'une entreprise qui a été compromise, il y a de fortes chances qu'elle soit en vente quelque part sur le Dark Web ou elle pourrait être achetée par n'importe qui y ayant accès. Si vous ne savez pas encore comment dépenser votre argent, laissez-moi vous aider. Les numéros de sécurité sociale peuvent en se vendre à partir d'$1. Ce numéro est attribué à chaque citoyen américain et peut être utilisé pour voler l'identité de quelqu'un d'autre. Les réseaux de zombies sont également très bon marché. Réseaux de zombies. Pour quelques dollars de l'heure, il est possible de mener une attaque par déni de services distribués, ou DDoS, afin de mettre temporairement hors ligne la quasi-totalité des sites web ou des services. Ces réseaux de zombies peuvent gravement affecter n'importe qui ou n'importe quelle entreprise qui en est la cible. Si vous avez déjà joué à des jeux vidéo en ligne, quelqu'un vous a probablement fait le coup. Il est également possible d'acheter le dossier médical d'une personne pour seulement $50. Il est également possible de se procurer des cartes de crédit volées. Il suffit d'en acheter une, d'accumuler la facture et de ne jamais la payer. Beaucoup de ces données ne sont même pas à vendre. Elles sont simplement dans la nature. Des sites web divulguent les informations de politiciens, de célébrités et même de personnes normales comme vous et moi. Et il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour y remédier. Mais il y a pire encore. Il y a des choses encore plus sombres qui peuvent être faites sur le Dark Web. Il existe de nombreux services de tueurs à gages qui prétendent pouvoir tuer presque n'importe qui dans le monde pour seulement $5000. Beaucoup de ces services se sont révélés être des escroqueries, mais pas tous. Mais même s'il s'agit d'escroqueries, le fait qu'il existe des gens qui font confiance à des personnes aléatoires sur Internet pour commettre de vrais meurtres est pour le moins inquiétant. Il existe également des services qui vendent de véritables organes humains. Nous ne saurons jamais comment ils les ont obtenus. Mais si vous en avez besoin, ils sont là. La pornographie infantile est malheureusement plus présente que je ne voudrais l'admettre. Des sites tels que Lolita City et Playpen ont été fermés. Mais à leur apogée, ces sites comptaient plus de 200 000 utilisateurs. Il existe des sites similaires qui discutent des moyens d'enlever des enfants dans différentes parties du monde, où les gens discutent de la manière de les cacher, du type d'enfants qu'ils possèdent, et même des choses les plus sombres qu'ils leur feraient quand il n'y a personne pour surveiller. Ceci n'est qu'un petit aperçu de ce coin sombre et profond d'Internet. L'absence de règles permet à tout d'exister. Plus on s'enfonce, plus on trouve des choses effrayantes. Pourtant, malgré tout ce qui existe sur le Dark Web, environ la moitié du financement de Tor provient toujours du gouvernement des États-Unis, ce qui est stupéfiant si l'on tient compte de la réputation du Dark Web. Beaucoup de personnes qui ont été arrêtées et jetées en prison pour des activités illégales sur le Dark Web ne semblent même pas physiquement menaçantes. Mais si vous pouvez gérer un empire de la drogue en ligne ou engager des tueurs à gages pour quelques bitcoins sans jamais vous mettre en danger, vous n'avez peut-être pas besoin de l'être. Ce sont des gens que l'on peut croiser dans la rue. Ce sont des gens qui font la queue derrière vous à l'épicerie. Ils ont l'air de gens normaux, et vous ne sauriez pas de quoi ils font partie rien qu'en les regardant. Le Dark Web est présenté comme un vaste réseau criminel clandestin où se cachent des millions de personnes parmi les pires de la société. Si c'est peut-être vrai, ce n'est pas exactement la vérité non plus. On prétend qu'il n'y a que 2 à 10 000 de ces services cachés sur le Dark Web, et que seulement un peu plus, de la moitié d'entre eux sont considérés comme des contenus illicites. Mais là encore, ces chiffres ne peuvent être considérés comme des faits, car les services cachés sont, de par leur conception, destinés à être cachés. Sur ces quelques milliers de sites web, seuls moins de 6% des utilisateurs de Tor utilisent effectivement ces services cachés. Cela représente moins de 120 000 personnes. Sur les milliards de personnes qui utilisent Internet, 100 000 utilisent le Dark Web. Sur les milliards de sites web qui existent, quelques milliers sont considérés comme illicites. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Il n'est pas surprenant que tout le monde dans le monde ne soit pas aussi authentique qu'il en a l'air. Mais c'est le pari que vous prenez. C'est le prix à payer. Si les parties les plus sombres du web existent, d'autres parties existent pour aider le reste du monde. De nombreux pays dans le monde censurent les contenus Internet jugés obscènes par une autorité supérieure, généralement un gouvernement. Le Dark Web est un havre de paix où cette censure n'existe pas, et où l'on peut voir la vérité dans de nombreuses situations que l'on n'aurait jamais vues autrement. Il offre aux gens un endroit où ils peuvent vraiment parler de choses importantes,
sans craindre la censure ou même les menaces physiques. Bon nombre des plus grands réseaux d'information exploitent des services de dark web pour permettre aux gens de divulguer des informations sans craindre d'être attrapés ou ridiculisés publiquement. Mais, pour être honnête, tout le monde met sa vie entière sur Internet à l'heure actuelle. Il y a 10 ou 15 ans, cela aurait été absurde et, franchement, stupide. Mais aujourd'hui, cela semble tout à fait normal. D'une certaine manière, nous renonçons peu à peu à notre vie privée sur Internet. Mais le dark web protège cela en quelque sorte. Il permet aux gens de retrouver leur vie privée et leur anonymat. C'est à eux d'en faire un usage positif ou négatif. Les drogues vendues sur le dark web, bien qu'illégales pour la plupart, peuvent avoir des effets positifs. Si vous vous trouvez dans un endroit où elles ne sont pas vendues, vous pouvez les y acheter. Alors que le FBI, les gouvernements et une grande partie du public pensent que Silk Road a eu des effets extrêmement négatifs sur le monde, Ross Ulbricht pensait le contraire. Il pensait rendre service au monde. Plutôt que la violence qui peut résulter du commerce et de la vente de drogues illégales, Silk Road offrait une expérience plus sûre et plus authentique, qui ouvrait des perspectives aux masses et protégeait les gens au lieu de les mettre en danger. Mais malgré cela, malgré son apparente nature pacifique et non violente, c'est lui qui a utilisé ses services de tueur à gages sur le dark web pour tenter de faire tuer 6 personnes différentes. Tout dépend de la façon dont on voit les choses et de l'ouverture à l'interprétation. Le dark web n'est pas forcément un endroit terrible. Il n'est effrayant que si l'on y cherche des choses que l'on ne veut pas voir. Vous ne pouvez pas nécessairement vous en débarrasser, mais vous pouvez les éviter. Il y a des choses que le commun des mortels ne devrait pas voir. Si vous ne voulez pas en être victime, je vous conseille de rester à l'écart du dark web. Que vous pensiez ou non qu'il est aussi mauvais qu'on le dit, si c'est la première fois que vous en entendez parler, vous ne savez probablement pas dans quoi vous vous embarquez. Et une fois que vous y êtes, vous n'en sortirez plus.